Bonjour à tous. Le chapitre 4 de cet enseignement en vidéo est consacré au système immunitaire et je suis très heureux de vous retrouver pour la 6e vidéo de ce chapitre. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les molécules du CMH de classe 1 et de classe 2. La notion d'immunité adaptative a été présentée dans la 4e vidéo de ce chapitre consacré à l'immunité. Et nous allons continuer à explorer l'immunité adaptative à travers plusieurs vidéos encore de ce même chapitre. Nous avons vu dans la 5e vidéo de cette série qu'un antigène est une substance capable de déclencher une réponse immunitaire adaptative destinée à permettre l'élimination de cet antigène. Rappelons que la plupart des antigènes sont composés de nombreux déterminants antigéniques différents. Les lymphocytes B et les lymphocytes T sont des cellules qui utilisent des molécules présentes sur leur membrane plasmique pour reconnaître les déterminants antigéniques. Les lymphocytes B reconnaissent les déterminants antigéniques grâce à des anticorps membranaires qu'on appelle les BCR. Et les lymphocytes T reconnaissent les déterminants antigéniques grâce à des récepteurs membranaires qu'on appelle les TCR. Mais il existe une différence notable dans la façon dont ces deux types de lymphocytes reconnaissent les antigènes. Le BCR d'un lymphocyte B va reconnaître un antigène natif, c'est-à-dire que cet antigène ne doit pas subir de processus cellulaire d'apprêtement et de présentation pour qu'il puisse être reconnu par un BCR d'un lymphocyte B. En revanche, un TCR d'un lymphocyte T va seulement reconnaître un fragment de l'antigène de départ. Ce fragment d'antigène est issu d'un mécanisme cellulaire d'apprêtement de l'antigène, que je vous décrirai précisément dans la prochaine vidéo de cette série. Après la fragmentation de l'antigène dans une cellule, les portions d'antigène devront être positionnées sur la membrane plasmique de cette cellule afin qu'un lymphocyte T puisse, par un TCR spécifique, entrer en contact avec ce fragment de l'antigène initial. Cette portion d'antigène devra être placée dans une sorte de poche située sur une protéine de la membrane plasmique de la cellule qui a fragmenté l'antigène initial. Cette protéine membranaire qui va présenter un fragment d'antigène et qui est représentée ici en vert est appelée molécule du CMH. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la structure et la fonction des deux classes majeures de molécules du CMH impliquées dans la présentation des antigènes, c'est-à-dire les molécules du CMH de classe 1 et les molécules du CMH de classe 2. Expliquons tout d'abord ce que sont les antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité ou antigènes du CMH. Pour vous l'expliquer, je vais prendre comme point de départ l'exemple des allogreffes. Prenons le cas d'un patient se trouvant au dernier stade d'une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire que ses deux reins ne peuvent définitivement plus exercer leurs fonctions. Pour la survie de ce patient, il a été décidé de transplanter chez ce sujet, qu'on qualifiera d'organisme receveur, un rein fonctionnel provenant d'un autre sujet qualifié d'organisme donneur. Il s'agit ici d'une allogreffe, c'est-à-dire d'une greffe où l'organisme donneur et l'organisme receveur font partie de la même espèce, ici l'espèce humaine, mais qui sont deux individus génétiquement différents. Cependant, lors d'une telle allogreffe de rein, si l'on ne soumet pas le sujet receveur à un traitement immunosuppresseur, son système immunitaire va se retourner contre le rein qu'on lui a transplanté. En effet, le rein greffé, c'est-à-dire le greffon, va être considéré par l'organisme receveur comme un corps étranger
ce qui conduira à un rejet de greffe. On dira alors qu'il y a histo-incompatibilité entre le donneur et le receveur. Pour que l'allogreffe réussisse, elle doit donc être accompagnée par un traitement immunosuppresseur du sujet receveur, visant ainsi à empêcher le rejet du greffon. Les gènes impliqués dans le rejet des allogreffes sont localisés dans une région du génome qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH. Les produits de ces gènes sont appelés les antigènes du CMH ou encore les antigènes du complexe HLA chez l'humain. Les antigènes du CMH sont des glycoprotéines présentes sur la membrane plasmique de nos cellules nucléées et ces molécules sont très polymorphes, si bien que deux individus différents n'expriment pas sur leurs cellules les mêmes antigènes du CMH. Plus les antigènes du CMH du greffon sont ressemblants à ceux des cellules de l'organisme greffé, plus la greffe a de chances de réussite. Bien que portant le nom d'antigène, les molécules du CMH ne sont pas antigéniques pour notre propre système immunitaire. Mais, dans le cas d'une allogreffe, ces protéines du CMH deviennent antigéniques pour le système immunitaire du receveur, parce que ces protéines sont alors reconnues comme étant des éléments du non-soi. Nos antigènes du CMH sont des marqueurs du soi. Ces antigènes du soi, encore appelés antigènes d'histocompatibilité, ne sont pas étrangers pour notre organisme, mais ils le seront s'ils sont placés dans le corps d'une autre personne. Notons que dans certaines maladies qualifiées de maladies auto-immunes, le système immunitaire perd sa capacité à faire la distinction entre les antigènes du non-soi et les antigènes du soi, et le système immunitaire s'attaque alors à certaines de ses propres cellules. Cependant, nous allons voir que le rôle fondamental des antigènes du CMH n'est pas seulement d'être des marqueurs du soi, mais d'être surtout des molécules présentant des peptides antigéniques aux lymphocytes T. Si bien qu'on devrait qualifier le CMH non seulement de complexe majeur d'histocompatibilité, mais plutôt de complexe majeur de présentation et d'histocompatibilité. Les gènes du CMH de l'homme, c'est-à-dire les gènes du complexe HLA, sont localisés sur le bras court du chromosome 6. Sur chacun de nos deux chromosomes 6, les gènes de ce complexe HLA se répartissent en 3 classes différentes de gènes appelées classe 1, classe 2 et classe 3. Et ces gènes codent respectivement les molécules du CMH de classe 1, de classe 2 et de classe 3. La première classe de gènes comprend des gènes codant les protéines du CMH de classe 1 ou HLA1 chez l'humain. Cette première classe comprend dans l'espèce humaine 3 gènes appelés gènes HLA-A, HLA-B et HLA-C et qui sont représentés sur ce schéma par ces 3 rectangles rouges. Les produits d'expression de ces 3 gènes sont les protéines du CMH de classe 1 dites classiques. Ces antigènes HLA-A, HLA-B et HLA-C sont des protéines très polymorphes, c'est-à-dire que leur séquence d'acides aminés est très variable et ces protéines sont fortement impliquées dans les rejets de greffe. D'autres gènes de la classe 1 du HLA, appelés HLA-E, HLA-F et HLA-G, et qui sont représentés ici par ces 3 rectangles noirs, codent des molécules du CMH de classe 1 dites non classiques. Par exemple, chez la femme enceinte, les antigènes HLA-G, exprimés par les cellules du trophoblaste placentaire, sont impliqués dans les mécanismes qui permettent au système immunitaire de la mère de tolérer le fœtus qu'elle porte. Les protéines du CMH de classe 2 sont codées par d'autres gènes, et ainsi, chez l'humain, on trouve dans
la deuxième classe de gènes du complexe HLA, 3 paires de gènes HLA que sont les gènes DP alpha et bêta, DQ alpha et bêta et DR alpha et bêta. Ces gènes sont représentés sur ce schéma par des rectangles bleus et ils codent les molécules du CMH2 dites classiques. Comme les protéines du CMH1 classique, les protéines du CMH2 classique sont polymorphes et impliquées dans les rejets de greffe. On trouve aussi dans la classe 2 du complexe HLA d'autres gènes HLA tels que les gènes DM alpha et bêta et DO alpha et bêta qui codent les protéines du CMH2 dites non classiques et qui sont représentées ici par ces rectangles noirs. Dans le complexe HLA, on trouve aussi des gènes appartenant à la classe 3 et dont certains sont représentés sur ce schéma par des rectangles verts. Certains gènes de la classe 3 codent diverses protéines qui exercent des fonctions importantes dans la réponse immunitaire, comme par exemple le TNF-alpha et des protéines du système du complément mentionnées ici par la lettre C. Les gènes codant les molécules classiques du CMH de classe 1 et 2 présentent 3 caractéristiques majeures. Une première caractéristique est le polymorphisme des gènes du CMH. En effet, le polymorphisme des protéines classiques du CMH de classe 1 et 2 repose sur l'existence de très nombreux allèles différents pour chacun des gènes codant ces protéines. Rappelons qu'un allèle est une des versions possibles d'un même gène. Une seconde caractéristique est la transmission haplotypique des allèles du CMH. En effet, les gènes du CMH sont très étroitement liés entre eux, si bien qu'ils sont transmis en bloc à la descendance, très généralement sans recombinaison génétique. Chaque groupe d'allèles du complexe HLA va constituer un haplotype HLA. Et c'est seulement d'environ 1% des cas qu'il peut exister des événements de recombinaison entre deux haplotypes lors de la méiose. Une troisième caractéristique est que les allèles du CMH sont exprimés de façon codominante. On parle de codominance des allèles lorsque les deux allèles d'un même gène portés par les deux chromosomes homologues et donc hérités chacun d'un des deux parents sont tous les deux exprimés de façon équivalente. Et ainsi, dans le cas des gènes du CMH, chaque individu va exprimer à la surface de ses cellules nucléées les protéines codées par les gènes du CMH des deux haplotypes parentaux transmis. Revenons un instant sur la transmission haplotypique des allèles du CMH en prenant un exemple chez l'humain. Un enfant va recevoir un haplotype HLA non recombiné de chacun de ses deux parents. Dans l'exemple présenté ici, les différents allèles des gènes classiques du CMH 1 et 2 sont représentés par diverses couleurs et les enfants de ce couple vont hériter chacun d'un des deux haplotypes HLA maternels et d'un des deux haplotypes HLA paternels. Ainsi, dans l'exemple qui est présenté ici, le premier enfant hérite ici de l'haplotype maternel encadré en rouge et de l'haplotype paternel encadré en bleu. Le deuxième enfant hérite ici de l'haplotype maternel encadré en rouge et de l'haplotype paternel encadré en noir. Le troisième enfant hérite ici de l'haplotype maternel encadré en vert et de l'haplotype paternel encadré en bleu. Et enfin, le quatrième enfant hérite ici de l'haplotype maternel encadré en vert et de l'haplotype paternel encadré en noir. Et ainsi, dans cet exemple, aucun de ces 4 enfants n'a finalement hérité des mêmes paires d'allèles de ces gènes du HLA. Et comme les allèles du système HLA sont codominants, les haplotypes HLA maternels et paternels seront co-exprimés en même temps dans les mêmes cellules. Les deux parents sont ici
hétérozygote pour ces 6 gènes du HLA, et dans cet exemple, les 2 haplotypes HLA maternels diffèrent des 2 haplotypes HLA paternels. Leurs enfants vont hériter d'un haplotype de chaque parent, et parce que ces allèles sont codominants, les enfants vont exprimer les 2 allèles parentaux de chaque gène classique du CMH de classe 1 et 2. Ainsi, un sujet hétérozygote pour les 3 gènes codant les molécules du HLA dites classiques va pouvoir exprimer sur ces cellules 6 types différents de molécules du CMH de classe 1. L'important polymorphisme des allèles du HLA classique, associé à leur codominance d'expression, fait qu'il existe dans la population humaine des millions de milliards de combinaisons différentes possibles de ces allèles, c'est-à-dire d'haplotypes HLA différents. Et c'est pourquoi il est peu probable que 2 individus aient exactement les mêmes haplotypes HLA, à l'exception évidemment des vrais jumeaux. Et ainsi, les haplotypes HLA de chacun de nous vont constituer une véritable carte d'identité. Nos globules rouges, qui sont des cellules ayant perdu leur noyau au cours de leur formation, n'expriment généralement pas d'antigènes du CMH. Mais ces cellules portent sur leur membrane des antigènes qui déterminent l'existence de groupes sanguins tels que les antigènes des groupes A, B et O. Il faudra vérifier aussi, avant de réaliser une allogreffe, la compatibilité des groupes sanguins entre le donneur et le receveur. Et de la même façon que des antigènes des globules rouges permettent de définir les différents groupes sanguins, les antigènes du CMH, qui sont exprimés sur nos cellules nucléées, vont déterminer l'existence de groupes tissulaires. Mais ces groupes tissulaires déterminés par le CMH sont d'une diversité incomparable à celle des groupes sanguins. La détermination des groupes tissulaires est très importante avant de pouvoir procéder à une transplantation d'organes, puisqu'on va chercher à avoir la plus grande ressemblance possible entre le groupe tissulaire du donneur et celui du receveur. Les molécules classiques du CMH, qu'elles appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2, et dont une est représentée ici en violet, sont des glycoprotéines transmembranaires dont le rôle est de présenter des peptides antigéniques. Les molécules du CMH de classe 1 ou 2 vont former des complexes extrêmement stables avec les peptides antigéniques qu'elles présentent aux lymphocytes T. Et ce sont les TCR des lymphocytes T qui vont reconnaître les complexes CMH peptides antigéniques. Présentons dans un premier temps la structure des molécules classiques du CMH de classe 1, c'est-à-dire les molécules HLA A, B et C chez l'humain. Ces molécules de CMH de classe 1 sont des hétérodimères constitués par 2 chaînes protéiques différentes, une chaîne lourde et une chaîne légère, ces 2 chaînes étant associées entre elles de façon non covalente. La chaîne lourde du CMH de classe 1, ou chaîne alpha, est représentée ici et ici en violet, et cette chaîne est hautement polymorphe. Cette chaîne alpha est une chaîne glycoprotéique formée dans sa vaste partie extracellulaire par 3 domaines qu'on appelle successivement, à partir de l'extrémité N terminale, les domaines alpha 1, puis alpha 2 et enfin alpha 3. Cette chaîne alpha comprend aussi un segment transmembranaire qui ancre cette chaîne à la membrane plasmique de nos cellules nucléées. Dans le prolongement de ce segment transmembranaire, la chaîne alpha possède une portion cytoplasmique C-terminale bien moins étendue que la portion extracellulaire de cette chaîne.
Les résidus d'acides aminés des molécules du CMH de classe 1 qui sont propres à chaque individu sont situés dans les domaines alpha 1 et alpha 2 de la chaîne alpha, lesquels sont donc des domaines polymorphes, alors que le domaine alpha 3 est peu variable. La chaîne légère du CMH de classe 1 est représentée ici et ici en orange. Cette chaîne est qualifiée de légère parce qu'elle est plus courte que la chaîne alpha. Cette chaîne légère du CMH de classe 1 est appelée la bêta-2 microglobuline. Il s'agit d'une protéine non glycosylée qui est semblable par sa taille au domaine alpha 3 de la chaîne alpha. Contrairement à la chaîne alpha, la bêta-2 microglobuline n'est pas ancrée à la membrane plasmique. Cette chaîne légère est invariante, elle n'est pas codée par un gène du CMH et elle stabilise la chaîne alpha. La structure tridimensionnelle des molécules du CMH de classe 1 fait apparaître l'existence d'un sillon situé entre les domaines alpha 1 et alpha 2 de la chaîne alpha, c'est-à-dire une sorte de poche étroite dans laquelle va pouvoir se loger un peptide antigénique. Cette poche est fermée à ses deux extrémités et elle peut fixer un court peptide constitué généralement par 8 à 10 acides aminés. Le plancher de ce sillon contient des résidus d'acides aminés qui lient le peptide antigénique pour pouvoir le présenter au lymphocyte T. Les sommets de la paroi de ce sillon vont entrer en contact avec un TCR du lymphocyte T. Et le TCR de la membrane du lymphocyte T va aussi entrer en contact avec une partie du peptide antigénique logé dans le sillon de la molécule du CMH de classe 1. Dans les domaines alpha 1 et alpha 2, la variabilité est principalement localisée au niveau du site de liaison du peptide et dans les zones de contact avec le TCR. Certains lymphocytes T, qualifiés de lymphocytes T cytotoxiques, expriment la glycoprotéine CD8 sur leur membrane plasmique. Et ces lymphocytes T sont donc aussi appelés lymphocytes T CD8+, ou plus simplement lymphocytes T8. Le domaine alpha 3 de la chaîne alpha des molécules du CMH de classe 1 contient un site de liaison à cette protéine membranaire CD8. La protéine CD8 de la membrane d'un lymphocyte T8 va donc pouvoir se lier au domaine alpha 3 de la protéine du CMH de classe 1. Les lymphocytes T cytotoxiques vont ainsi reconnaître spécifiquement les molécules de CMH de classe 1, mais pas les molécules de CMH de classe 2. Un TCR d'un lymphocyte T cytotoxique va donc reconnaître le CMH de classe 1 présentant dans son sillon un court peptide antigénique. La molécule CD8 du lymphocyte T cytotoxique va servir de corécepteur dans cette interaction entre la cellule porteuse du CMH de classe 1 et le lymphocyte T8. Les molécules du CMH de classe 1 sont exprimées par la majorité des cellules nucléées de l'organisme en quantité très variable selon le type cellulaire et selon les conditions physiologiques. Chacun de nos types cellulaires exprime entre 2 à 6 molécules différentes de CMH de classe 1. L'expression des molécules du CMH de classe 1 est maximale dans les lymphocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules épithéliales et les cellules endothéliales vasculaires. Les molécules du CMH de classe 1 sont très peu nombreuses ou absentes de certaines cellules telles que les globules rouges, les hépatocytes et les spermatozoïdes. Les molécules du CMH de classe 1 vont fixer
dans leur sillon des peptides issus majoritairement de la fragmentation de protéines intracellulaires cytosoliques. Cette dégradation de protéines intracellulaires est réalisée par un complexe enzymatique qu'on appelle le protéasome et dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Les protéines intracellulaires qui seront clivées dans la cellule en peptides antigéniques par l'action enzymatique du protéasome peuvent provenir par exemple de l'expression de gènes viraux dans des cellules infectées ou bien de gènes mutés ou altérés, par exemple dans des cellules cancéreuses. L'antigène qui sera dégradé par le protéasome est donc ici un antigène endogène parce que intracellulaire. Le CMH de classe 1 va ainsi présenter dans son sillon ce type de peptide au lymphocyte T cytotoxique. Cette reconnaissance permettra au lymphocyte T cytotoxique pourvu d'un TCR spécifique de détecter que cette cellule est anormale parce qu'elle est infectée par un virus ou parce qu'elle est cancéreuse. Et cette cellule qui présente un danger pour notre organisme devient alors une cellule cible que le lymphocyte T cytotoxique pourvu du TCR adéquat va détruire. Présentons dans un second temps la structure des molécules classiques du CMH de classe 2, c'est-à-dire les molécules HLA, DP, DQ et DR chez l'humain. Ces molécules du CMH de classe 2 sont constituées par deux chaînes glycoprotéiques différentes qu'on appelle les chaînes alpha et bêta, ces deux chaînes étant associées entre elles de manière non covalente. Chacune de ces chaînes est formée par une vaste zone extracellulaire composée par deux domaines successifs qu'on appellera à partir de l'extrémité N-terminale les domaines alpha 1 puis alpha 2 pour la chaîne alpha et les domaines bêta 1 puis bêta 2 pour la chaîne bêta. Ces deux chaînes, alpha et bêta, possèdent chacune une région transmembranaire, puis une région cytoplasmique C-terminale bien moins étendue que leur zone extracellulaire. Les domaines N-terminaux alpha 1 et bêta 1 sont polymorphes, c'est-à-dire qu'ils contiennent des résidus d'acides aminés variables. Les domaines alpha 1 et bêta 1 s'associent entre eux pour former une poche dans laquelle va se loger un peptide antigénique. Mais comme cette poche est ici ouverte à ces deux extrémités, contrairement à celle des molécules du CMH de classe 1, le peptide antigénique logé dans cette poche peut avoir une longueur variable et peut donc être un peu plus long que le peptide antigénique logé dans le sillon des molécules du CMH de classe 1. Ainsi, les peptides qui vont pouvoir se nicher dans le sillon des molécules du CMH de classe 2 ont généralement une taille de 13 à 18 acides aminés. Comme pour les molécules de CMH de classe 1, la variabilité est concentrée au niveau du site fonctionnel des molécules du CMH de classe 2, c'est-à-dire au niveau du site de liaison du peptide et des zones de contact avec le TCR de la membrane des lymphocytes T. Certains lymphocytes T, qualifiés de lymphocytes T auxiliaires, expriment la glycoprotéine CD4 sur leur membrane plasmique. Et ces lymphocytes T auxiliaires sont donc appelés aussi lymphocytes T CD4+, ou plus simplement lymphocytes T4. Le domaine bêta 2 de la chaîne bêta des molécules du CMH de classe 2 contient un site de liaison à cette protéine membranaire CD4. La protéine CD4 du lymphocyte T4 va donc pouvoir se lier au domaine bêta 2 de la protéine du CMH de classe 2. Et les lymphocytes T auxiliaires
vont ainsi reconnaître spécifiquement les molécules du CMH de classe 2, mais pas les molécules du CMH de classe 1. Un TCR, des lymphocytes T auxiliaires, va donc reconnaître le CMH de classe 2 présentant dans son sillon le peptide antigénique. Et la molécule CD4 du lymphocyte T4 sert donc ici de corécepteur dans cette interaction entre la cellule porteuse du CMH de classe 2 et le lymphocyte T4. Contrairement aux protéines du CMH de classe 1 qui sont exprimées par presque toutes les cellules nucléées, les protéines du CMH de classe 2 sont exprimées seulement par certaines cellules, essentiellement les cellules présentatrices d'antigènes ou CPA, dites professionnelles. Ces CPA professionnelles sont les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Les cellules portant sur leur membrane des protéines du CMH de classe 2 expriment plusieurs dizaines de types différents de ces protéines, par suite des combinaisons possibles entre les différentes chaînes d'origine paternelle et maternelle. Nous avons vu que les peptides présentés par les protéines du CMH de classe 1 proviennent majoritairement de la dégradation par le protéasome de protéines intracellulaires cytosoliques. Mais ce n'est pas le cas pour les peptides antigéniques présentés par les protéines du CMH de classe 2. En effet, les peptides antigéniques présentés par les protéines du CMH de classe 2 sont issus soit de pathogènes qui se répliquent dans le compartiment vésiculaire des macrophages, soit de pathogènes ou de toxines extracellulaires internalisées puis dégradées dans des vésicules de la cellule présentatrice d'antigènes professionnels. Par exemple, une toxine produite par une bactérie, c'est-à-dire un antigène exogène puisque extracellulaire, sera d'abord ingérée par une CPA professionnelle, puis cette toxine sera fragmentée à l'intérieur de vésicules membranaires présentes dans cette CPA professionnelle. Et ce sont les peptides antigéniques issus de cette fragmentation intravésiculaire de l'antigène qui occuperont ensuite le sillon des protéines du CMH de classe 2. La présentation par la molécule du CMH de classe 2 de ce peptide antigénique à un lymphocyte T4 permettra de mettre en route une réponse immunitaire adaptative visant à lutter contre l'agent microbien produisant l'antigène de départ, par exemple, visant à neutraliser, grâce à des anticorps sécrétés, la toxine bactérienne. Alors que la cellule présentant un peptide antigénique anormal par le CMH de classe 1 sera la cible de la cytolyse par le lymphocyte T8, la CPA professionnelle qui a présenté le peptide antigénique par son CMH de classe 2 ne sera pas détruite, mais elle conduira par activation de lymphocyte T4 à déclencher une réaction immunitaire adaptative spécifique, entraînant par exemple l'activation de lymphocyte B et la libération d'anticorps qui vont neutraliser par exemple la toxine bactérienne de départ. Comme chaque molécule du CMH de classe 1 ou de classe 2 ne possède qu'une seule poche à peptide antigénique, chacune de ces molécules ne peut donc présenter qu'un seul peptide à la fois. Mais chaque molécule du CMH de classe 1 ou 2 est capable de présenter dans son sillon de nombreux peptides différents. Et cette spécificité large des molécules du CMH pour la liaison des peptides antigéniques joue un rôle essentiel dans la présentation des antigènes, parce que chaque individu ne possède que quelques molécules différentes du CMH, alors que ces molécules du CMH doivent être capables de présenter un très grand nombre de peptides différents possibles issus de la fragmentation d'un nombre très varié de protéines antigéniques.
Notons aussi que les protéines du CMH de classe 1 ou 2 se chargent d'un peptide avant que ces protéines du CMH ne soient amenées à s'insérer dans la membrane plasmique. Et seules les protéines du CMH qui portent dans leur sillon un peptide peuvent être exprimées de façon stable sur la membrane plasmique. Une molécule du CMH qui n'aurait pas lié de peptide dans son sillon sera dégradée dans la cellule, si bien que seules des molécules utiles du CMH, c'est-à-dire des molécules présentant un peptide, seront présentes à la surface cellulaire. Et lorsqu'un peptide se lie à une molécule du CMH et se trouve ainsi présenté sur la membrane plasmique, ce peptide va rester fixé dans le sillon pendant une période assez longue, pouvant durer plusieurs jours pour certains peptides, ce qui laisse suffisamment de temps pour qu'un lymphocyte T puisse reconnaître le complexe CMH peptide et être ainsi activé. Nous avons vu que les molécules du CMH de classe 1 ou 2 peuvent présenter des peptides issus de protéines étrangères ou anormales, mais ces protéines du CMH vont présenter aussi des peptides issus de nos propres protéines, c'est-à-dire issus de la fragmentation de protéines normales. Et dans ce cas, la présentation au lymphocyte T de tels peptides normaux par le CMH ne va pas déclencher de réaction immunitaire. Pour clôturer cette vidéo, résumons en quelques lignes ce que sont les molécules du CMH de classe 1 et de classe 2. La présentation des antigènes au lymphocyte T met en jeu les molécules du CMH. Des gènes du CMH, c'est-à-dire du complexe majeur d'histocompatibilité, codent des protéines du CMH de classe 1 et de classe 2. Les molécules du CMH de classe 1 ou 2, ou HLA de classe 1 ou 2 chez l'homme, sont des glycoprotéines transmembranaires présentant un développement important de leur domaine extracellulaire et constituant des marqueurs du soi. En cas de greffe entre individus différents, ces protéines du CMH sont identifiées comme des antigènes du non-soi responsables du rejet de greffe. Chaque molécule du CMH de classe 1 ou 2 délimite dans sa partie extracellulaire un sillon dans lequel peut se loger un peptide antigénique. Les molécules du CMH de classe 1 sont présentes sur la membrane plasmique de la plupart des cellules nucléées de l'organisme. Les molécules du CMH de classe 2 sont présentes sur la membrane plasmique des CPA, c'est-à-dire des cellules présentatrices d'antigènes, mais des CPA professionnels, que sont les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Les molécules du CMH de classe 1 présentent au lymphocyte T8, c'est-à-dire au lymphocyte T cytotoxique, des peptides antigéniques issus généralement d'antigènes d'origine endogène. Et les molécules du CMH de classe 2 présentent au lymphocyte T4, c'est-à-dire au lymphocyte T auxiliaire, des peptides antigéniques issus généralement d'antigènes d'origine exogène. Je vous remercie vivement pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 7e vidéo de cette série, une vidéo dans laquelle j'aborderai les voies d'apprêtement des antigènes. Et nous verrons que ces mécanismes d'apprêtement diffèrent selon que ce sont les molécules du CMH de classe 1 ou de classe 2 qui interviennent dans la présentation de l'antigène.